Tesla, SpaceX ou encore du réseau social X voit son patrimoine grimper en flèche. Avec nous pour en parler, Richard Verly, journaliste aux médias suisses Blick. Bonjour Richard, vous êtes parti sur les traces d'Elon Musk. On pourra vous lire bientôt sur Blick et sur le site internet de TV5 Monde. Vous êtes précisément à Austin, au Texas. On pourrait dire que c'est l'un des bastions d'Elon Musk. Il est un peu plus de 11h30 du matin chez vous. On va voir en quoi consiste votre parcours sur les traces de ce milliardaire. Désormais, on le verra homme politique, mais d'abord, c'est Maryse Burgot qui nous en dit plus sur cette fortune d'Elon Musk qui occupera bientôt la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale dans l'administration Trump. Elon Musk ou l'histoire d'un investissement qui rapporte, il peut sauter de joie. C'est entre autres parce qu'il a apporté son soutien à Donald Trump qu'il devient aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. 331 milliards d'euros, c'est un peu moins que le PIB du Danemark en 2022. En clair, l'homme d'affaires possède donc l'équivalent de la richesse de ce pays européen. Ces affaires sont en fait dopées par la victoire de Donald Trump il y a 3 semaines. Le patron de Tesla et de SpaceX voit les actions de ces entreprises bondir. Il faut comprendre que c'est sa fortune théorique. Sa fortune est vraiment indexée sur le cours de bourse de ces entreprises et qu'elle est essentiellement constituée d'actions, si je puis dire. Et donc, comme le cours de l'action Tesla a énormément augmenté ces derniers temps depuis l'élection de Donald Trump, nécessairement, comme c'est le premier actionnaire, il devient plus riche. Elon Musk, plus fortuné que jamais. Avant le résultat des élections, il plaisantait en évoquant son avenir si Trump n'était pas élu. Ouais, je suis foutu. S'il perd, je suis foutu. Elon Musk aura un rôle important dans la future administration Trump. Il dirigera une commission chargée de tailler dans les dépenses publiques. Mais il ne sera pas rattaché au gouvernement, probablement pour faire fructifier son empire industriel. Quant au Français Bernard Arnault, patron de LVMH, il est désormais en 5e position dans cette liste des hommes les plus riches du monde. Richard Verly en direct d'Austin. Richard, on vient d'entendre Elon Musk qui disait « Si Donald Trump perd, je suis foutu ». C'est donc tout l'inverse qui s'est produit. Absolument, et je peux vous dire, pour avoir été ce matin dans l'usine Tesla qui se trouve pas très loin d'ici, dans la banlieue d'Austin, eh bien tous les employés que j'ai pu rencontrer, alors bien évidemment ils parlent sous couvert de l'anonymat, mais ils ont vraiment le sentiment de travailler pour l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui a gagné tous ses paris, le pari politique, eh bien il l'a gagné, maintenant Trump est au pouvoir, comme cela vient d'être dit, Musk lui-même sera un peu au pouvoir à travers ce département de l'efficacité gouvernementale dont à vrai dire on ne connaît pas encore les contours. Donc pour SpaceX, la compagnie de fusée que j'ai pu visiter il y a quelques jours à Boca Chica au Texas, ou pour Tesla, je dirais c'est le jackpot. Le jackpot. Donc, Richard, est-ce qu'on peut dire que jamais dans l'histoire on a vu une telle collusion aux États-Unis entre le politique et le milieu des affaires? Rappelons d'ailleurs que Donald Trump lui-même est milliardaire. Le mot collusion, il est faible. On peut parler de conflit d'intérêts. Dans le cas d'Elon Musk, c'est très clair. Si tous les employés que j'ai pu rencontrer ou tous les fans sont si contents de la victoire de Musk, c'est parce qu'ils estiment qu'il va tirer profit de la présidence Trump. Et ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer est aussi un problème. On a là, je dirais, le rapprochement de deux ambitions. L'ambition politique de Donald Trump, lui-même milliardaire, et l'ambition, je ne sais même pas comment la qualifier, puisque Elon Musk, il est dans tous les domaines. C'est à la fois un homme d'affaires, il veut envoyer des fusées sur Mars, tout ça sur la base largement de contrats gouvernementaux et des contrats accordés par qui? Eh bien, je vous le donne en mille, à partir du 20 janvier, ce sera accordé par Donald Trump. Richard, est-ce que vous constatez sur place une Elon Musk mania au Texas ? Alors oui, incontestablement, pas à Austin où on fabrique les voitures Tesla et où Elon Musk est en train de construire sa future propriété privée, puisque c'est ici qu'il habite maintenant à Austin au Texas, il a quitté la Californie, mais à Boca Chica, la base de lancement des fusées Starship, il y a une Elon Musk mania, il y a même au milieu du désert, au milieu des marécages, un énorme buste d'Elon Musk, les gens viennent graffiter dessus, viennent mettre des messages, Elon aide-nous, à Brownsville, la petite ville du Texas la plus proche des rampes de lancement. C'est aujourd'hui, au fond, une ruée vers l'or numérique et technologique. On dit que la fondation Musk donne beaucoup d'argent et je peux vous dire que pour avoir visité un agent immobilier,
toutes les propriétés à vendre sont en train de voir leur prix exploser. Elon Musk, au-delà du Texas, ça donne quoi? Est-ce qu'il incarne quelque chose de ressuscité, ce fameux rêve américain? Sans doute. Écoutez, on s'est beaucoup interrogé pendant la campagne. On s'est demandé d'abord si Elon Musk allait gagner son pari. D'ailleurs, lui-même l'a dit devant Tucker Carlson, si Trump perdait, il était entre guillemets foutu. Et il y a une part de rêve américain, et c'est très clair. Elon Musk, il est celui, ça se résume à une formule, il est l'homme qui va amener des astronautes sur Mars d'ici 10 ans. Tenez-vous bien, c'est la promesse que Elon Musk fait et qu'il a faite récemment lors d'un lancement de fusée à Boca Chica en présence de Donald Trump. Dans 10 ans, ces fusées emmèneront des astronautes sur Mars. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça parle à l'imaginaire américain. Richard, on va évoquer dans quelques instants aussi Donald Trump, un homme débarrassé quasiment des affaires judiciaires avec l'abandon notamment dans 2 grands dossiers. Mais peut-être d'abord un mot sur votre démarche, partir sur les traces d'Elon Musk. On va bientôt pouvoir vous lire sur Blick et sur TV5 Monde. Qu'est-ce que vous avez essayé de comprendre ? Mais je voulais comprendre au fond 2 choses. D'abord, est-ce que Musk est crédible? Est-ce que quand on est sur les implantations, c'est-à-dire sur la base de lancement ou sur les usines Tesla, est-ce que véritablement c'est un nouveau rêve américain qui a lieu? Et je dois répondre que oui. Je dois répondre que j'ai été impressionné sur la base de lancement des fusées à Boca Chica. Vous êtes littéralement à une centaine de mètres de ces rampes de lancement. Pour le moment, il y en a une opérationnelle, une deuxième en construction, il y en aura bientôt 6, et vous dites, c'est donc d'ici que partiront les fusées sur Mars. Il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose d'assez époustouflant. Et puis il y a Tesla avec ses futures voitures intelligentes. Bref, oui, Elon Musk est en train de révolutionner le monde, c'est une réalité. Le problème, c'est qu'il le fait d'une manière très discutable et qu'il le fait encore une fois en total conflit d'intérêts, puisque tous les contrats gouvernementaux qui seront donnés à Musk ne le seront peut-être pas dans des conditions de concurrence libre et équitable, parce qu'il faut rappeler qu'il y a d'autres opérateurs spatiaux, notamment Jeff Bezos. Est-ce que finalement la présidence Trump, ce ne sera pas un chèque en blanc donné à Elon Musk? Et un chèque en blanc, c'est toujours dangereux. Pour autant, Richard, est-ce qu'il peut y avoir des fissures? On connaît le tempérament et le caractère de Donald Trump, celui bien affirmé également du milliardaire. L'un veut des forages à tout va, l'autre c'est le tout électrique quasiment. Est-ce qu'il peut y avoir des fissures d'ailleurs sur l'humeur, on va dire, ou alors sur les projets concrets, politiques? C'est la question que tout le monde se pose, et des 2 côtés de l'Atlantique, parce que vous l'avez dit à juste titre, Elon Musk, notamment sur la question climatique, il est beaucoup plus, je dirais, conférence climatique compatible que Donald Trump. Mais tant que Elon Musk gagne, tant que sa fortune atteint des sommets, il est très peu probable que Donald Trump se dissocie de lui. Ce sera peut-être au moment où Elon Musk connaîtra un revers, dans un domaine ou dans un autre, qu'on verra Trump, qui est un pragmatique absolu, prendre ses distances. Mais pour l'instant, la victoire, elle est de côté de Musk, et vous savez que Trump, il adore gagner et qu'il déteste perdre. Elon Musk, dernière question au sujet du milliardaire Richard Verly, avant d'aborder d'autres sujets. Est-ce qu'il peut même faire de l'ombre dans les prochains mois, dans les prochaines années, au futur chef de la diplomatie américaine, par exemple sur des grands dossiers? Je ne le crois pas trop, parce que Elon Musk, il a bien compris que son intérêt, c'est d'être dans le sillage de Trump. Au fond, il est un peu l'exécuteur de Trump. Il est celui qui, notamment dans le domaine de l'efficacité gouvernementale, va devoir mettre en application les promesses de Trump. Je rappelle qu'Elon Musk, il dit qu'il est possible d'amputer le budget fédéral des États-Unis d'un tiers, c'est-à-dire passer de 6 000 milliards de dollars annuels à 4 000 en amputant 2 000 milliards de dollars. Donc on va le voir à l'œuvre, mais pour l'instant son intérêt n'est pas du tout d'entrer en conflit avec Donald Trump d'une manière ou d'une autre, pour une raison simple, je le répète, c'est sur la base de contrats gouvernementaux qu'une grande partie des opérations économiques d'Elon Musk ont lieu. N'oublions pas enfin un aspect, une chose que je n'ai pas citée, l'intelligence artificielle, c'est la clé de tout le système Musk, c'est sans doute ce qu'il va proposer pour les réformes gouvernementales, se baser plus sur l'intelligence artificielle pour un certain nombre d'opérations
relâchement administratif. Et là, franchement, il y a grand danger. Et Donald Trump, désormais, Richard, on le disait dans la première partie avec notre correspondante Fanny Chauvin aux États-Unis, il est débarrassé. Il y a eu cet abandon des poursuites, notamment pour ces deux inculpations. L'une parce qu'il est accusé d'avoir voulu inverser le résultat de la présidentielle en 2020. L'autre pour rétention de documents classés secrets. Qu'est-ce que ça va changer? Vous étiez pendant longtemps, pendant la campagne et avant le scrutin, à Mar-a-Lago, qu'on a surnommé la Maison Blanche bis. Qu'est-ce que ça va changer, le fait qu'il soit totalement débarrassé de ces dossiers judiciaires? Écoutez, en théorie, il n'est pas totalement débarrassé. C'est-à-dire que les poursuites pourraient reprendre après la fin de son second mandat, mais c'est évidemment très, très improbable. Entre-temps, il aura purgé le ministère de la Justice. Écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. D'abord, Donald Trump, il va pouvoir, et il va sans doute le faire dans les jours qui viennent, s'adresser à ses électeurs et aux États-Unis en disant « Vous voilà, j'étais innocent ». Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas la décision qui a été prise. La décision a été prise de reporter les poursuites compte tenu de son immunité présidentielle. Mais pour Trump, ça va être « Je suis innocent ». C'est un argument politique évidemment majeur à la veille de son investiture le 20 janvier. Et le deuxième élément, c'est qu'il va pouvoir maintenant purger le ministère de la Justice. Il ne s'est pas privé de dire qu'il allait le faire. Il a nommé d'abord Matt Gaetz, qui a dû renoncer à cause d'accusations sexuelles assez graves. Maintenant, il a à la tête du département de la Justice, si elle est confirmée, Pam Bondi, et elle va faire le ménage. Mais d'ailleurs, le ménage, il n'aura pas besoin de le faire. Aujourd'hui même, le procureur du district de Manhattan, que Trump avait promis de remplacer, eh bien, il a démissionné. Oui, et Richard, celles et ceux qui étaient entrés dans le Capitole, on s'en souvient, sont inquiétés par la justice. Certains ont eu des condamnations, il me semble. Est-ce qu'on peut envisager que Donald Trump prononce des grâces à leur encontre, puisqu'eux n'ont pas d'immunité présidentielle? Ça paraît évident qu'il va le faire. D'ailleurs, il l'avait promis durant la campagne. Alors, est-ce qu'il va le faire pour tout le monde? Là aussi, n'oublions pas que Donald Trump est un pragmatique qui ne pense qu'à une chose, c'est son intérêt présidentiel. Donc, va-t-il laisser, au fond, quelques personnes en première ligne détenues, ou va-t-il blanchir tous ceux qui ont pris d'assaut le Capitole? C'est la grande question, mais à l'évidence, la page judiciaire, dans tous les sens du terme, elle est tournée pour Donald Trump, mais ne confondons pas les choses. Il n'a pas été déclaré aujourd'hui innocent. Ce sont les poursuites qui sont reportées du fait de son élection, mais lui, par contre, il va en tirer profit par tous les moyens. On peut lui faire confiance. Et on terminera avec cette question pour vous, Richard. Que deviennent celles et ceux qui n'ont pas voter pour Donald Trump? Quelle est l'atmosphère aux États-Unis? C'est un pays continent difficile d'essentialiser, si l'on peut dire, l'état d'esprit des Américains, mais tout de même, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Est-ce qu'il y a un sentiment de peur, de lassitude, d'abandon? Paradoxalement, ça a plutôt pacifié la question. Il n'y a pas de contestation du scrutin, par exemple? Eh bien, écoutez, vous l'avez dit, Mohamed, je crois que la victoire massive, on peut le dire, le triomphe politique de Trump, puisqu'il a gagné la présidence et les républicains sont majoritaires dans les deux chambres, ça a éteint, pour l'instant, non pas toute velléité d'opposition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent s'opposer à Donald Trump, soit au niveau fédéral, au Parlement, soit dans les différents États américains, mais globalement, la tension sociale a baissé. Les Américains, ils reconnaissent que Trump est le gagnant, ils respectent le gagnant, ils attendent maintenant de sa part qu'il soit un président des États-Unis pour tous. Alors, dans des terres démocrates, notamment au Texas, il y a des comtés qui votent démocrates. C'était avant le Texas, une vieille terre démocrate, mais maintenant elle vote républicain. La grande question ici, c'est l'immigration, c'est les frontières. Qu'est-ce que va faire Donald Trump? Est-ce qu'il va mener des opérations quasi militaires pour repousser les migrants? Et ça, les gens n'en veulent pas. Il est très net que oui, ils veulent un contrôle des frontières, mais ils ne veulent pas une guerre civile à leurs frontières. Richard Verly en direct d'Austin au Texas pour TV5 Monde. Merci beaucoup Richard. Je précise donc qu'on pourra bientôt vous lire sur Blick, le magazine suisse en ligne, sur les traces d'Elon Musk, désormais le plus riche tout simplement du monde, mais aussi de l'histoire. Et on pourra vous lire aussi sur notre site internet tv5monde.com. Merci beaucoup Richard pour cet éclairage. Donc, merci et à Paris tout bientôt puisque je reviens en fin de semaine. Merci beaucoup Richard. Après votre périple donc aux États-Unis sur les routes américaines.